Chapitre 11. Lorsque mesdames Dashwood vinrent s'établir dans ce que l'on appelait, improprement, il est vrai, une chaumière, elles ne s'attendaient guère qu'elles y trouveraient presque les plaisirs de la ville, ou du moins assez d'engagement et de visites, pour qu'il leur restât trop peu de temps à donner à des occupations sérieuses. C'est cependant ce qui leur arriva. Dès que Maria fut rétablie, les plans d'amusement de Sir George commencèrent avec une grande activité. Des bals à la maison du parc, des parties sur l'eau, des courses à cheval ou en carricle se succédèrent sans interruption. Un très beau mois d'octobre favorisait les promenades du matin, on revenait dîner chez Lady Middleton, et la danse, le jeu, la musique remplissaient les soirées. Willoughby ne manquait pas l'occasion de s'y rencontrer, et l'aisance, la familiarité que Sir George établissait dans ses parties étaient exactement calculées pour augmenter l'inclination réciproque qui s'établissait entre lui et Maria, pour leur faire remarquer encore davantage leur perfection mutuelle, le rapport de leurs goûts et de leurs talents, et la préférence décidée qu'ils s'accordaient l'un à l'autre. Elinor n'était pas du tout surprise de leur attachement, elle aurait voulu seulement qu'ils l'eussent un peu moins manifesté, et 2 ou 3 fois elle usa doucement de ses droits réunis de sœur aînée et d'amie, pour adresser à ce sujet quelques tendres exhortations à Maria et lui faire sentir la nécessité de prendre de l'empire sur elle-même. Mais Maria détestait, abhorrait la dissimulation. Elle la regardait comme une fausseté impardonnable, et cacher des sentiments qui n'avaient rien en eux-mêmes de condamnable lui paraissait non seulement un effort inutile, mais une ridicule prétention de la raison opposée à l'élévation des sentiments. Willoughby pensait de même, et leur conduite à tout égard montrait clairement leur opinion. Quand il était présent, elle n'avait d'yeux que pour lui. Tout ce qu'il faisait était juste, tout ce qu'il disait était charmant. Si la soirée on jouait aux cartes, elle ne s'intéressait qu'à son jeu. Si on dansait, il était son partner pour toute la soirée, et s'ils étaient obligés de se séparer 1 ou 2 contredanses, ils tâchaient au moins d'être près l'un de l'autre. Lorsqu'on ne dansait pas, ils étaient toujours et toujours à causer dans un coin du salon. Si on se promenait, c'était lui qui la conduisait dans son carricle. Une telle conduite excitait, comme on le comprend, les railleries de toute la société, mais il s'en embarrassait fort peu et cherchait plutôt à les provoquer. Madame Dashwood, au lieu de gronder sa fille comme elle l'aurait dû, et de la retenir au moins par l'obéissance, puisque la raison n'avait pas de prise sur elle, partageait tous ses sentiments avec une chaleur presque égale à celle de Maria. Elle avait un de ces cœurs qui n'ont point d'âge et ne vieillissent jamais. Tout cela lui paraissait la conséquence très naturelle d'une forte inclination entre 2 jeunes gens vifs et sensibles qui se rendaient mutuellement justice. Au lieu de retenir Maria, elle renchérissait sur l'éloge de Willoughby. Elle le comparait à feu son époux, et sa fille à elle-même dans le temps de leurs amours. Ah, comme c'était pour Maria le temps du bonheur! Qu'on se rappelle le charme d'une première passion, de ce sentiment si nouveau, si ardent qui s'empare de l'âme entière, et celle de Maria était formée pour l'éprouver dans toute sa force. Aussi s'attacha-t-elle à Willoughby 1000 fois davantage qu'à sa propre existence. Elle le voyait à chaque instant sans remords, sans contrainte, puisque c'était sous les yeux de sa mère qui l'approuvait, et que toutes les 2 trouvaient de jour en jour de nouveaux motifs de l'aimer davantage. Norland et Sussex, et toute sa vie passée, étaient effacés de sa mémoire. Elle n'existait plus qu'en Devonshire, et pour son adoré Willoughby. La pauvre Elinor n'était pas aussi heureuse. Son cœur ne goûtait pas le même bonheur. Il était encore à Norland, et rien autour d'elle ne pouvait remplacer ce qu'elle y avait laissé. Ce n'était assurément ni Lady Middleton ni Madame Jennings qui pouvaient la dédommager des entretiens dont elle gardait un si tendre souvenir. La dernière, il est vrai, était une excellente femme, mais une parleuse éternelle, et comme au premier instant
Elinor était devenue sa favorite, c'était toujours à elle qu'elle adressait ses discours. Elle lui avait déjà raconté son histoire 5 ou 6 fois. Elinor savait toutes les particularités de son mariage et celui de ses filles, tous les détails de la maladie de Monsieur Jennings, tout ce que le pauvre cher homme lui avait dit en mourant, etc. Lady Middleton plaisait mieux à Elinor, mais elle eut bientôt remarqué qu'elle ne parlait pas parce qu'elle n'avait rien à dire, et que ce calme, qui d'abord allait assez bien à sa belle physionomie et lui donnait un grand air de décence et de retenue, n'était qu'un manque total d'idées et de sentiments. On restait toujours avec elle au même point, et depuis sa première visite à la chaumière, toujours également froide et polie, leur liaison ne s'était pas avancée d'une ligne. Elle disait aujourd'hui ce qu'elle avait dit hier, et presque dans les mêmes termes. Son insipidité était invariable, son humeur toujours la même. Quoiqu'elle ne s'opposât point au parti de son mari, qu'elle veillât à ce que tout fût dans les règles, et que ses 2 plus grands enfants fussent toujours avec elle, elle ne paraissait y prendre aucun plaisir, mais aussi n'en recevoir aucune peine. Elle ne s'ennuyait ni ne s'amusait, il lui était égal d'être là ou ailleurs, elle était avec son mari et sa mère, de même qu'avec les étrangers, et sa présence ajoutait si peu de choses à la société qu'on aurait oublié qu'elle était là si des enfants bruyants et gâtés n'avaient pas été autour d'elle. Ce n'était donc pas une ressource pour Elinor, et de toutes leurs nouvelles connaissances, le colonel Brandon était le seul qui excitât en elle l'intérêt de l'amitié, et avec qui elle put s'entretenir avec plaisir. Willoughby lui était indifférent. Elle le trouvait assez aimable, mais il l'était rarement pour elle. Toutes ses attentions, tous ses propos s'adressaient à Maria. Cette dernière laissait, il est vrai, le colonel Brandon entièrement à sa sœur. Il trouvait sans doute dans l'aimable entretien d'Elinor quelque consolation de la parfaite indifférence de celle qui, malgré lui, occupait son cœur et sa pensée. Mais cette indifférence redoublait sa tristesse habituelle, et sa conversation n'était rien moins que gaie. Elinor le plaignait sincèrement, d'autant qu'elle avait lieu de croire que ce n'était pas la première fois qu'il était malheureux en amour. Un soir, pendant que tous les autres dansaient, ils voulurent se reposer et s'assirent l'un à côté de l'autre. Les yeux du colonel étaient fixés sur Maria, qui dansait avec Willoughby. Il dit avec un triste sourire « Votre sœur, à ce qu'on m'assure, n'approuve pas les seconds attachements. Elle pense qu'on ne doit aimer qu'une fois. » « Oui, répliqua Elinor, ses opinions sont un peu romanesques. »« Ou plutôt, à ce que j'imagine, elle croit qu'un second attachement ne peut pas exister. » « Je crois que c'est là son idée, mais comment ne réfléchit-elle pas sur le caractère de notre bon père, qui s'est marié 2 fois par inclination? Elle est encore bien jeune, et se fait des illusions. Dans quelques années, ses opinions seront établies sur des bases plus réelles. Alors il sera plus aisé de les définir et de les justifier. À présent, je lui en laisse le soin. « Oui, dit le colonel, c'est probablement ce qui arrivera. Cependant, il y a quelque chose de si aimable dans les préjugés d'un jeune cœur qu'on est presque fâché du moment où on y renonce pour adopter les opinions générales. »« Je ne puis être de votre avis, dit Elinor. Il y a des inconvénients dans la manière de voir et de sentir de Maria que tous les charmes de l'enthousiasme et de l'ignorance du monde ne peuvent compenser. Son système a le funeste effet de nourrir son esprit de chimères qui l'égarent, et qui la rendront malheureuse quand la triste réalité les dissipera. Plus de vraies connaissances du monde lui seraient, à ce que je crois, bien avantageuses. » Le colonel resta un moment en silence, puis il reprit avec un peu d'émotion dans la voix. « Est-ce que votre sœur ne fait aucune distinction dans ses objections contre un second attachement? Est-ce que ceux qui ont été malheureux dans un premier choix, ou par l'inconstance de son objet, ou par l'entraînement des circonstances, doivent rester indifférents tout le reste de leur vie? »« Je vous assure, colonel, répondit Elinor, que je ne connais pas son système en détail. Je sais seulement que je ne lui ai jamais entendu admettre qu'un second amour pût être pardonnable. »« Ainsi, dit-il, il faudrait un changement total dans ses idées. Mais non, non, je ne le désire pas. Quand les idées romanesques d'un jeune esprit sont forcées de s'évanouir, combien souvent elles sont remplacées par des principes trop communs, hélas, dans le monde,
et trop dangereux. J'en parle d'après l'expérience. J'ai connu une jeune dame qui ressemblait extrêmement à votre sœur en tout point. Même chaleur de cœur, même vivacité d'esprit. Elle pensait et jugeait comme elle, et par un changement forcé, par une série de circonstances malheureuses. Ici il s'arrêta soudainement, comme s'il avait pensé qu'il en disait trop, et donna lieu ainsi à des conjectures, qui sans cela ne seraient jamais entrées dans la tête d'Elinor. Cette dame n'aurait nullement excité ses soupçons, mais le trouble visible du colonel, son interruption, convainquit mademoiselle Dashwood que ce qui la concernait était un triste secret. Et de là, elle fut conduite naturellement à croire que l'émotion du colonel en parlant d'elle était relative à un tendre souvenir. Elle se tut et ne lui fit aucune question. Avec Maria, cela n'aurait pas fini ainsi. L'histoire entière se serait achevée dans son active imagination si elle n'avait pu en obtenir la confidence, comme la plus mélancolique histoire d'un amour malheureux.